Bonjour Vincent Engel, Bonjour. peux-tu te présenter? Oui, alors voilà, moi je suis professeur de littérature à Louvain, je suis écrivain et chroniqueur et ça fait longtemps que j'ai envie de m'engager au-delà de ma discipline, qu'elle soit celle de l'écrivain ou celle de l'académique, dans le débat public, dans les questions qui touchent à tout le monde. Et donc tu t'apprêtes avec l'association Carta Academica à remettre un titre d'académique honoris causa à Chelsea Manning, Sarah Harrison, Edward Snowden et Julian Assange. Alors d'abord un mot sur Carta Academica, ça fait quelques années que je tenais une chronique régulière dans le soir et avec deux, trois collègues de différentes universités, au départ l'université de Louvain où j'enseigne, mais on a élargi le groupe, on s'est rendu compte que les académiques qui s'engageaient dans le débat public étaient assez isolés, qu'on travaillait tous chacun dans notre petit coin sans être vraiment en contact avec les autres et qu'il y a aussi une mentalité qui prédomine dans le milieu académique qu'on ne doit pas sortir du strict champ de nos spécialités. On n'était pas d'accord avec ce point de vue-là parce qu'on a la formation universitaire dont nous bénéficions nous permet d'appréhender des sujets qui ne ressortent pas directement du strict champ de nos spécialités. En plus, on a cette formation à l'esprit critique qui nous permet d'appréhender d'autres questions, pas diamétralement opposées, mais enfin quand même le champ est plus large. Et puis je pense qu'aussi en tant qu'académique, on a une responsabilité vis-à-vis de la société de faire profiter de nos compétences sur tous ces sujets-là. Donc une sorte d'obligation à nos yeux en tout cas de nous engager dans le débat public. Et donc on a créé l'association Carta Academica, qui regroupe à peu près 200 pour l'instant académiques de toutes les universités belges, néerlandophones et francophones. Et on a eu l'année passée une action sur les migrants. On a organisé toute une journée sur la migration avec différentes tables rondes. Et puis pour cette année, on a différents projets, dont celui des académiques honoris causa. Alors, ça sonne comme un doctorat honoris causa, mais comme nous ne sommes pas une université, nous ne pouvons pas remettre un titre scientifique, donc on a gardé le principe. Et au départ, on s'était dit on va essayer de convaincre toutes les universités belges de remettre un doctorat honoris causa commun. On s'est dit ça va prendre un petit peu de temps et peut-être avant qu'on réussisse à les convaincre toutes, Julian Assange sera mort de vieillesse et j'espère en dehors de sa prison, puisque en tout cas le premier qu'on voulait soutenir, les premiers qu'on voulait soutenir, c'était les lanceurs d'alerte en général, donc Julian Assange, Manning, Harrison et Edward Snowden que tu as cité tout à l'heure. Donc, d'après Julian Assange lui-même, seule une mobilisation massive peut contribuer à le sauver. Peux-tu nous parler de ce qui y fait obstacle? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui font obstacle à sa libération et à cette mobilisation massive. C'est d'abord le bashing terrifiant dont il a fait l'objet. Donc le nombre de fausses informations qui ont circulé sur son compte, qui ont même à un certain moment amené des gens ou des institutions qui le défendaient auparavant à se rétracter, en tout cas à se mettre un peu en retrait. Il y a eu les accusations de crimes sexuels en Suède, il y a eu cette accusation du fait qu'il aurait, à lui tout seul, provoqué l'élection de Trump, etc. Donc c'est vraiment un travail systématique qui a été mené, et vraisemblablement au départ par les États-Unis, avec la complicité de pays européens qui veulent absolument plaire aux États-Unis, pour le décrédibiliser. Derrière Julian Assange, l'idée était évidemment de décrédibiliser, voire de criminaliser toute personne qui aurait l'audace de vouloir encore jouer au lanceur d'alerte. Alors, ça, c'est une première chose. Maintenant, au niveau individuel, les gens à qui on parle, parce que quand on parle de mobilisation massive, ça veut dire qu'il faut convaincre personne après personne. On ne sait pas des packages qu'on peut avoir 1000 personnes d'un coup. Non, il faut convaincre chacune de ces 1000 personnes. Et j'ai été confronté à ça depuis qu'on s'est mis en tête de monter ce projet-là, en discutant avec des gens instruits, des gens motivés, des gens engagés qui défendent quotidiennement la liberté d'expression, notre droit à l'information. Et alors, quand vous discutez avec ces personnes de Julian Assange, vous avez tout de suite, ah oui, mais Julian Assange, alors vous avez le choix, c'est un pervers sexuel, c'est à cause de lui que Trump a été élu, etc. Alors,
sur le site Belgium for Assange, on a une page où toutes ces accusations sont démontées. On a vraiment les éléments d'information objectifs qui rendent toutes ces accusations-là caduques, mensongères. Et donc, quand vous avez en face de vous un interlocuteur, vous lui dites, non, ben voilà, écoute, il y a ceci, il y a cela, c'est pas vrai. Et donc, les gens vous écoutent attentivement parce qu'ils sont favorablement disposés envers vous et vous disent, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. D'accord, d'accord. Mais, et en argumentation, on sait que lorsque quelqu'un en face de vous admet une longue série de choses, hein, ça peut être, vous êtes très gentil, vous êtes intelligent, vous avez plein de qualités, mais le mais a pour fonction d'annuler tout ce qui précède. Hein. Donc ça veut dire, tu m'as parlé pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, tu m'as apporté toutes les preuves, mais j'en ai rien à foutre. Hein, on ne le dit pas comme ça parce qu'on est entre gens bien éduqués, mais en gros c'est ça. Mais, et on revient toujours à la même chose. Alors je me suis demandé, mais comment est-ce possible ? Je ne parle pas à un abruti, je parle à quelqu'un de conscientisé, et même lui vient avec ce genre d'argument. Alors je pense que la réponse, elle est dans le fait que notre cerveau n'a pas été conçu pour lire Nietzsche ou pour faire des équations au deuxième degré. Notre cerveau, nous sommes des primates, notre cerveau a deux fonctions, sauver notre vie, et donc l'instinct de survie et la préservation de l'espèce, et la loi du moindre effort. C'est les deux règles qui conduisent la majorité de nos actes, c'est ça, l'instinct de survie et la loi du moindre effort. Il faut aller traiter notre cerveau, pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, mais quand on remonte au moment où l'homme des cavernes était une petite créature pas très très costaude, qui n'avait pas de griffes, qui n'avait pas des dents super solides, qui était tout nu, qui courait pas très vite. Bref, pour survivre, on devait avoir un cerveau qui nous permettait de réagir très très vite, sans réfléchir, hein, instinctivement. Fuir ou trouver une cachette ou adopter une position, se regrouper, enfin peu importe. Et donc, on est toujours, quelques millions d'années plus tard, dominé par cette partie de notre cortex qui est la plus ancienne, qui a une prévalence sur les autres parce que c'est elle qui assure la sauvegarde. Et donc quand vous êtes face à quelqu'un et que rationnellement vous expliquez, donc vous faites appel à cette autre partie du cerveau qui distingue l'humain des autres animaux, qu'on a développé par la suite, et qui nous permet de lire Nietzsche, et qui nous permet de faire des équations au deuxième degré, et qui nous permet d'inventer tout ce que l'humanité a inventé. Donc cette partie-là dit, ok, c'est vrai, j'entends. Et puis il y a l'autre derrière qui, oh mais. Et donc c'est cette partie-là qui intervient même chez les gens les plus intelligents, parce que nous avons tous ce cerveau-là. Alors pourquoi ça intervient dans des cas pareils ? Parce que je pense que Julian Assange et les lanceurs d'alerte en général touchent à quelque chose qui nous effraie, ou dont, du moins, on nous fait croire que c'est effrayant. Et ce quelque chose, c'est la sécurité. On en revient toujours à ça. Alors, pas notre sécurité individuelle, mais la sécurité collective, puisque l'humain est un individu grégaire et qu'en plus, la société a pris de plus en plus d'importance. Donc, ce qui nous assure la sécurité aujourd'hui, c'est l'État. Pensons-nous. Hein, l'État est là pour nous protéger et avec les affaires de terrorisme, ce sentiment-là est encore plus fort aujourd'hui. Quand on réfléchit à la question de liberté, on se rend bien compte que la plupart des gens sont prêts à abdiquer de la liberté, parce que la liberté, c'est contraignant, c'est des responsabilités, au profit de la sécurité. Donc, en diffusant, en rendant public des, entre guillemets, secrets d'État, c'est en tout cas comme ça que les choses sont présentées, Assange et les lanceurs d'alerte portent atteinte à notre sécurité. Sauf que Assange et les lanceurs d'alerte ne dévoilent pas des secrets d'État, ils dévoilent des crimes de guerre. C'est-à-dire des agissements de nos États, de nos gouvernements, qui sont contraires aux engagements démocratiques que ces États ont envers leur population. Donc ils ont un travail tout à fait singulier, mais qui en même temps nous oblige, nous, à reprendre en main notre responsabilité politique, à contester l'usage que nos gouvernements font du mandat que nous leur donnons. Donc c'est énormément de travail, c'est compliqué, c'est risqué,
Et donc, on n'a pas trop envie de le faire. Second élément, c'est la loi du moindre effort. Pour nous occidentaux, en tout cas pour les gens engagés avec qui on peut avoir un espoir de discuter de manière constructive de ces questions-là, l'élection de Trump est un désastre. Et je pense que pour la démocratie, l'élection de Trump est un désastre. Et donc ce désastre-là, on cherche à le comprendre. Et la loi du moindre effort pousse chacun d'entre nous à essayer de le comprendre de la manière la plus rapide et la plus courte possible. Et donc, quand on nous présente un bouc émissaire comme Julian Assange, c'est à cause de Julian Assange que Donald Trump a été élu, ça nous permet de faire l'économie de la complexité de la situation. Ça nous permet d'oublier que le directeur du FBI lui-même a réouvert l'enquête sur Hillary Clinton 2-3 semaines avant les élections. Ça oublie de rappeler que quand même Hillary Clinton est quand même la première responsable de l'utilisation indue de ses mails, que au niveau, en termes de voix, juste le nombre de voix, Hillary Clinton a 2 millions de voix de plus que Donald Trump, mais c'est le système électoral américain qui est comme ça, que Trump a utilisé lui aussi les réseaux sociaux il y a eu le scandale de Cambridge Analytica, que Zuckerberg n'est pas poursuivi, alors qu'il pourrait l'être, et je pense à plus juste titre que n'importe qui pour cette utilisation. Non. Donc on a la facilité du bouc émissaire, surtout que ce bouc émissaire nous est présenté comme étant un dangereux pervers. Donc c'est idéal. Donc ça veut dire donc même quand on a tout démonté, quand on a tout expliqué, quand on a réduit à néant les accusations qui sont portées à l'encontre de Julian Assange, notre cortex le plus primaire continue à dire « oui, mais ». Et c'est ça qui fait que c'est très compliqué. Ça ne nous empêchera pas de continuer à le soutenir. Évidemment. Un grand merci à toi, Vincent. Merci.